Bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule sur la parentalité et le développement de l'enfant. Je suis Lucien, merci beaucoup pour votre écoute. La dernière capsule, nous avons parlé de la position de l'enfant, comment l'enfant est dans son monde intérieur et aussi ce qu'il n'est pas. Dans cette capsule-là, on va parler de la position du parent face à cet enfant-là. La première chose à bien comprendre, c'est qu'être parent, ce n'est pas un statut ou un sentiment, c'est une position relationnelle. Quand on est comme parent face à un enfant, dans le fond, on doit s'occuper, on doit garder à l'œil deux enfants. Comme dit très bien, comme écrit très bien François Duménil, il y a l'enfant qu'on a devant soi, c'est-à-dire notre enfant, celui dont on s'occupe, mais il y a aussi l'enfant qu'on a en soi, l'enfant intérieur qui nous habite, qui a des besoins, qui a des envies, qui a des limites, et dont on doit tenir compte pour pouvoir s'occuper de manière optimale de l'enfant qu'on a devant soi. Donc, être parent, c'est avoir la capacité à reconnaître, tenir compte de nos besoins intérieurs, de nos besoins d'enfant propres à nous, de s'en dégager, de s'en extraire et d'avoir la disponibilité, l'ouverture pour regarder, pour investir, pour s'occuper de l'enfant qu'on a devant soi. Avoir cette disponibilité intérieure, ça veut dire faire en sorte que l'enfant qu'on a devant soi résonne en nous. Comme je l'ai dit dans la capsule sur le développement du soi, l'enfant a besoin d'un regard, a besoin de sentir qu'il existe dans nos yeux pour pouvoir développer son sentiment d'existence. Et donc pour ça, nous comme parents, on a besoin de faire en sorte que cet enfant-là qu'on a devant nous existe dans nos yeux, existe intérieurement pour que ça puisse apporter quelque chose dans cette relation-là à cet enfant. Ça veut dire que, dans le fond, investir un enfant, c'est plus qu'être attentif à lui. C'est pas juste le regarder aller passivement comme on regarderait quelque chose qui se déroule. C'est faire en sorte que intérieurement on sente qu'il existe. C'est avoir une position, c'est influencer, c'est sentir que ça devrait plutôt aller d'un côté ou de l'autre. C'est faire en sorte de surveiller son développement, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est, c'est lui renvoyer activement une image conforme à ce qu'on voit, de par notre disponibilité, à ce qu'on voit que l'enfant est devant nous. Donc, c'est pas juste être là passivement, puis regarder ces choses, ou lui dire oui, oui, sans être vraiment attentif à ce qu'il fait. C'est vraiment intérieurement avoir cette capacité-là, faire l'effort continuellement de regarder ce que nous montre l'enfant, de l'évaluer, de regarder en perspective, dans le contexte, par rapport à lui-même, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il nous montre, qu'est-ce qui est particulier à lui en ce moment, et lui renvoyer activement cette image-là. C'est ça dont l'enfant, lui, dans son monde égocentrique, dont j'ai parlé à la dernière capsule, a besoin pour sentir que petit à petit, il se construit intérieurement, il acquiert une substance intérieure qui lui donne cette sensation-là d'exister. La fonction primordiale, principale donc du parent sur le plan psychologique, est d'investir l'enfant. Il tient compte de ce qu'il est, évidemment, de ses limites à soi, donc du parent. Il se distancie de ses mouvements propres intérieurs. Bon, il a plus ou moins envie d'être là, ça lui plaît plus ou moins que l'enfant lui dise, lui demande quelque chose. Il est sensible à telle chose que fait l'enfant pour des raisons personnelles, etc. Tout ça, ça appartient à son enfant intérieur. Évidemment, il en tient compte, mais c'est pas ça qui va déterminer son regard, son attitude envers l'enfant. Ce qui va déterminer son regard et son attitude envers l'enfant, c'est ce qui est le mieux pour l'enfant, ce que l'enfant est devant lui, ce que le contexte, ce que la perspective de son développement lui montre comme trajectoire optimale pour lui. Donc, à ce moment-là, investir l'enfant, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord le signifier, c'est-à-dire quand l'enfant arrive vers nous, quand il veut qu'on regarde quelque chose, on doit lui renvoyer une image le plus conforme possible à la réalité de ce qu'il est. S'il a fait des efforts pour arriver à quelque chose, il est persévérant. S'il a peur, bon, ben, il a peur à ce moment-là. S'il arrive à faire quelque chose qui était difficile pour lui avant, là, bravo, il a réussi, il peut être fier de lui. S'il est énervé, excité par quelque chose, ben, il est ça, il aime beaucoup cette chose-là ou cette activité-là. S'il y a quelque chose qu'il aime moins, ou si on a fait quelque chose puis qu'il se sent plus blessé ou qu'il est plus fâché de quelque chose, bon, ben là, il est déçu, il n'aime pas ça, il est sensible à telle chose, etc. Constamment, constamment, que ce soit par des mots, par nos attitudes,
attitudes, c'est ce qui passe dans la relation avec l'enfant qui va compter. Donc, cette première caractéristique d'investir l'enfant, c'est de signifier, c'est de transmettre la représentation intérieure qu'on a de cet enfant-là devant nous à cet enfant, pour que petit à petit, comme je l'ai dit, sur la base de ce regard-là, sur la base de cette représentation-là que nous, on a comme parents de lui, il puisse se construire sa propre représentation intérieure, son sentiment d'exister, son soi. La deuxième caractéristique importante d'investir l'enfant, c'est d'encadrer l'enfant, c'est-à-dire d'aménager son état, d'aménager son monde intérieur pour favoriser le plus possible son développement. Je vais y revenir plus tard, c'est souvent un point qui est litigieux, débattu, discuté, etc. Mais à mes yeux, puis aux yeux de beaucoup, il ne fait absolument aucun doute que l'enfant a besoin d'être encadré. Comme je l'ai dit à la capsule précédente, l'enfant est avant tout un être égocentrique qui est dominé par ses impulsions intérieures. Si on laisse aller ça, ça va être le chaos, il ne pourra pas se développer de manière optimale, il n'y a rien qui va bien se passer à partir de là. Et donc, il faut que nous, activement comme parents, on puisse avoir une influence, on puisse encadrer ce monde-là intérieur pour que progressivement, il puisse, un, se développer son sentiment d'être, développer des bonnes relations avec les autres, et deux, progressivement être capable de lui-même s'occuper de son monde intérieur et de l'aménager. Prenons l'exemple du jeu avec l'enfant. Quand on joue, par exemple, on fait un sport avec l'enfant, on va comme parent tenir plusieurs rôles. Le premier, ça va être d'être un adversaire, c'est-à-dire de fournir, enfin de lui donner un niveau de résistance, un obstacle suffisant pour qu'il doit faire des efforts et qu'il puisse avoir du mérite à gagner, mais pas trop pour pas que ça le décourage, pour pas que ça l'écrase, pour pas que ça le fasse sentir mauvais de ne pas y arriver. Le deuxième, c'est celui de coach. On va regarder ses qualités, la façon dont il bouge, la façon dont il fait les choses, puis on va lui donner des conseils pour améliorer ses techniques, sa manière d'être, etc. Un autre, c'est celui de supporter. On va l'encourager, on va lui dire bravo, vas-y, continue, c'est bien. On va lui dire là, ça aurait pu être mieux, tu aurais pu faire ça comme ça, etc. On va activement être de côté à maintenir sa mobilisation, à faire en sorte qu'il soit toujours engagé dans la situation. Et enfin, on pourrait dire, il y a aussi le fait d'être arbitre, c'est-à-dire de lui montrer le contexte, dire non, là, ça a été trop, ça, c'est pas permis, ça, tu peux pas faire comme ça, etc. C'est-à-dire de lui rappeler la réalité, le contexte. Et tous ces rôles-là, ce sont des rôles que, comme parents, on tient avec l'enfant dans toutes sortes de situations de la vie et qui montrent bien que être parent, c'est une position, c'est une attitude intérieure et ça demande des efforts. Quelques points importants pour finir, qui découlent logiquement de ce que j'ai dit jusque-là. Le premier, c'est que être parent, c'est une responsabilité et c'est un effort. C'est une responsabilité parce que c'est une charge qu'on prend, on s'engage à être quelque chose pour quelqu'un d'autre, l'enfant ou les enfants en l'occurrence. Et c'est un effort, comme je l'ai dit, ça nécessite qu'on mette de côté nos propres besoins, qu'on se sente sur l'enfant, sur le contexte, qu'on gère tout ça, comme dans l'exemple du jeu que j'ai donné, comme dans beaucoup d'autres. Intérieurement, on n'a pas toujours envie d'être là pour l'autre, on n'a pas toujours l'énergie, on n'a pas toujours les dispositions intérieures, et donc on doit faire l'effort de s'aménager, d'être présent pour l'autre personne. Le deuxième point, c'est que si on se limite aux besoins physiques de l'enfant, on n'est pas un parent, on est un gardien. Si on le nourrit, on le tient en sécurité, on lui fait se brosser les dents, on l'habille, on lui fait son lunch, etc. Tout ça, c'est du gardiennage. C'est comme s'il était gardé quelque part dans une garderie, service de garde ou autre camp de jour, etc. À ce moment-là, si on se limite, si l'adulte se limite à ça, il n'est pas dans une position de parent, c'est un gardien. Ce qui manque, c'est justement tout cet aspect dont j'ai parlé d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut des fois entendre qu'il y a des parents qui ont l'air de tout faire pour leurs enfants. Ils sont là, ils les amènent à différentes activités, etc. Pourtant, l'enfant intérieurement est toujours en manque, est toujours en besoin d'attention, de monopoliser sur lui le regard, etc. Parce que, dans le fond, l'adulte, même si en apparence il s'occupe, il est gardien de l'enfant, il n'est pas un parent, il n'est pas capable de l'investir. L'autre point important aussi à bien noter, c'est que, bon, évidemment, être parent, c'est un effort, mais c'est une source de réalisation importante. On a besoin, comme adulte, de se réaliser, de réaliser des choses significatives, de se sentir utile, productif, etc. Élever un enfant, éduquer un enfant, c'est une des façons, et une des façons les plus importantes de se réaliser personnellement. Donc, à moyen, à long terme, ça peut être une source de réalisation personnelle très importante. L'enfant en soi, ça c'est un autre point,
ne doit jamais être en relation directe avec l'enfant qu'on a devant soi. Beaucoup de parents font l'erreur de vouloir être amis, aimés de leurs enfants, de vouloir avoir un contact direct. C'est des choses que j'ai pu lire, des fois dites directement, des fois implicitement, dans les différentes vidéos, livres que j'ai vus, etc. C'est toujours un piège, c'est toujours un problème. L'enfant, lui, n'a pas besoin de voir un autre enfant devant lui. Il a besoin d'avoir un adulte qui est centré sur lui, sur son monde égocentrique, qui optimise, qui ajuste son monde intérieur pour faire en sorte qu'il se développe le mieux possible. Et donc, notre enfant intérieur ne doit jamais être en contact direct avec l'enfant qu'on a devant nous. Je reviendrai sur cet aspect un peu plus en détail éventuellement, mais c'est pour pouvoir énoncer ce principe-là plus clairement dès maintenant. Évidemment qu'à partir de là, vu que notre enfant intérieur ne doit pas être en contact direct avec l'enfant, ça ne doit pas être lui non plus qui dicte notre position par rapport à l'enfant. Donc, quelque chose peut être très dérangeant pour nous et on peut quand même décider de ne pas intervenir ou d'intervenir légèrement. Par exemple, notre enfant a fait quelque chose par une maladresse, a cassé, a brisé, a endommagé quelque chose à quoi on tient. Notre enfant intérieur va réagir alors très fortement. C'est quelque chose à quoi on est attaché. Pourtant, c'est simplement une maladresse. Ça ne doit pas dicter la gravité ou l'intensité de notre réaction. À l'inverse, par exemple, le classique, c'est quand quand il y a des choses à ranger, quand l'enfant a des choses à ranger, ça irait beaucoup plus vite si on le faisait soi-même. Ça prendrait 30 secondes, là on en a pour plusieurs minutes à, soit accompagner l'enfant, puis lui faire les choses, puis lui apprendre les trucs, soit alors à affronter, sa résistance, sa crise éventuellement, etc. Bref, dans cette situation-là, on pourrait dire, là, ça ne me dérangerait pas de ranger, mais puisque c'est important pour l'enfant, je le fais pareil. Donc, il y a des situations où les choses peuvent me déranger et je n'interviens pas, et il y a des situations dans lesquelles les choses ne me dérangent pas, mais je dois quand même intervenir. Ça découle du point précédent, c'est que c'est jamais notre enfant intérieur qui dicte notre position comme parent, c'est toujours ce qui est le mieux pour l'enfant, c'est toujours à partir de notre disponibilité, de ce qu'on voit pour l'enfant, et c'est toujours ça qui fait en sorte, qui nous pousse à intervenir pour l'enfant. Autre point important à relever, c'est que le genre, donc homme, femme, autre, n'a aucune importance dans tout ce qu'on vient de dire ici. Donc c'est pas un papa c'est ça, une maman c'est ça. Non, être parent c'est une disponibilité, c'est une disposition intérieure, c'est un effort qu'on fait pour l'autre. Et donc notre genre, notre identité n'a absolument aucune importance. Tout adulte qui est capable de le faire peut prendre une position de parent envers quelqu'un d'autre, un enfant la plupart du temps, mais pas exclusivement. Et donc, ça ne dépend absolument pas de son genre, de son identité ou d'autres facteurs comme ça biologiques. Évidemment, dernier point dont j'ai déjà parlé la dernière fois, point encore une fois sur lequel ça peut heurter ou ça peut déranger certaines personnes, mais je vais y revenir plus en détail dans la prochaine capsule. Il ne faut pas attendre à ce que notre enfant puisse nous aimer au sens où on peut aimer comme adulte. C'est-à-dire que notre enfant, encore une fois, étant quelqu'un de très égocentrique, centré sur lui, il peut être attaché à nous, mais il ne peut pas nous aimer comme adulte, comme on aurait besoin de l'être. Et donc, c'est toujours un piège de rechercher à être aimé par son enfant. C'est toujours aussi un piège de se laisser être atteint ou de se laisser être déterminé par le regard ou le sentiment que notre enfant peut avoir dans l'immédiat envers nous. Donc, s'il n'est pas content de quelque chose, on va être méchant. S'il est très content, on va être gentil. C'est un sentiment, c'est pas quelque chose qui vient d'une considération, d'une ouverture qu'il pourrait avoir envers nous. Ça n'existe pas dans l'enfance, ça commence à l'adolescence petit à petit. Un exemple très simple, c'est qu'en général, les enfants ne nous demandent pas comment on va. C'est pas qu'ils n'en ont pas l'habitude, c'est pas qu'on ne pourrait pas leur apprendre ça, mais vraiment, ils nous regardent, ils n'ont pas l'idée de se demander spontanément comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on vit, nous. Ils sont centrés sur eux, ils nous voient, ils sont contents de nous voir, mais ils veulent tout de suite qu'on regarde ce qu'ils font, ils nous expliquent leurs trucs, leurs choses, etc. Ils ne sont pas centrés sur nous. Donc, le parent ne peut pas être aimé de son enfant, ça ne doit jamais être un facteur, ça ne doit jamais déterminer ce qu'on fait avec eux, puis comment est-ce qu'on est par rapport à eux. Voilà, merci pour votre écoute. Encore une fois, questions, suggestions, commentaires, vous pouvez m'écrire. On se retrouve pour la prochaine capsule sur les 2 types d'amour. Merci.